C'est Esteban Green et merci encore de me suivre en 2017. Donc, par où commencer? Tout simplement, ça commence déjà. Bonjour Internet, c'est Esteban Green et merci encore une fois de regarder cette vidéo et de me suivre en 2017. Donc cette vidéo c'est un peu une rétrospective pour tout ce qui s'est passé un petit peu pour moi en 2016 parce que je pense que il y a quand même quelques petits trucs à dire, alors pas non plus des choses extraordinaires, mais en tout cas il y a des choses à dire. Et là tu peux tout de suite voir, donc quelque part par ici, voilà. Il va y avoir des rubriques, comme ça tu peux directement aller, enfin vous pouvez directement aller aux rubriques qui vous intéressent, sachant que dans cette vidéo, je vais aborder un petit peu le projet Esteban Green, qu'est-ce que ça veut dire cette chaîne YouTube, etc. Donc ça c'est en premier. Je vais aussi aborder un petit peu les jeux qui m'ont marqué en 2016, bien que il y en a déjà bon nombre que vous connaissez déjà. Troisième partie, je vais aussi vous parler de ma thèse. Qu'est-ce que ça veut dire faire une thèse sur le jeu vidéo? Pourquoi il y a des guignols comme moi qui partent là-dedans? Et grand 4, c'est tout, je crois. Il n'y a rien d'autre. Je vous ferai plein de bisous à ce moment-là. Mais avant de commencer, en fait, j'ai quand même envie de vous parler de 3 chaînes YouTube qui ont toutes moins de 1000 abonnés et qui méritent pourtant énormément plus. Enfin, ces personnes-là font partie des gens que je suis pour en apprendre le plus possible sur le jeu vidéo. Et donc, je vous invite à aller découvrir leur travail. La première chaîne, c'est la chaîne de Damastes qui propose de temps en temps des critiques et des analyses sur des jeux vidéo. Il a un ton qui est très intimiste dans sa voix, dans sa tonalité, dans ses propos, et il fait directement appel aux sentiments. Donc pour moi, ce sont des analyses qui proposent bien plus une vision qui est personnelle qu'une vision objective presque issue d'une machine. Non, pas du tout. Le style de Damastes, c'est vraiment proposer un regard qui est très beau en plus sur les jeux vidéo qu'il critique. Et donc je vous invite vraiment à regarder cette chaîne. La deuxième chaîne dont j'aimerais vous parler, c'est aussi donc la chaîne de son collègue vidéaste, etc. De Pierre Reux, ou Pierre, je ne sais pas comment ça se prononce, qui tient 2 chaînes en fait. Il tient une première chaîne qui s'intitule Passe à l'acte, qui parle beaucoup de Sonic. En fait, c'est une chaîne pour les fans de Sonic, fait par un fan de Sonic. Ce que j'aime beaucoup avec cette chaîne, c'est que il n'essaie pas de nous convaincre que les jeux Sonic sont bons ou mauvais d'une manière totalement arbitraire et automatisée. Non, non, pas du tout. Là, c'est aussi très proche de Damastes, je trouve, finalement. Vraiment, c'est le regard d'un passionné. Et moi, quand je regarde ces vidéos à lui, je me retrouve totalement passionné par Sonic. Enfin, pour moi, il transfère totalement sa passion aux personnes qui regardent les vidéos. Et je trouve ça vraiment fantastique. Avant de passer à la troisième et dernière chaîne dont j'aimerais vous parler, il faut savoir que aussi Pierre et Damastes ont fait une chaîne commune. Donc, ils ont fait une première vidéo qui s'appelle Dial-Up et ça parle du discours dans les jeux vidéo, comment proposer un discours sur les jeux vidéo auxquels on joue. Et je ne vais pas en dire plus parce que pour moi c'est le nouveau standard 2017, donc n'hésitez pas à aller regarder, à aller découvrir ce qu'ils ont fait. Et enfin, la dernière chaîne, j'aimerais vous parler de Un bot pourrait faire ça ou de Akash. Je ne sais pas non plus comment trop cette personne préfère qu'on l'appelle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder ses vidéos. Lui aussi propose des critiques de jeux qui sont très personnelles, très intimes, mais qui en même temps arrivent de manière très déconcertante à nous transmettre un message
et à nous persuader totalement de son message. Donc moi j'avais beaucoup aimé notamment sa vidéo sur l'Ieveoma, un jeu de 2016 auquel j'ai joué et que j'ai énormément aimé. Donc j'en dis pas plus non plus, mais allez regarder, découvrir cette chaîne qui pour moi est tout aussi excellente que les deux premières dont j'ai parlé. Alors, il faut savoir que Esteban Green, donc la chaîne YouTube, ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi qu'elle existe vraiment dans cet état-là. Je veux dire, à parler de jeux vidéo, machin, tout ça. Et du coup, ça a beaucoup changé en 1 an et demi. J'ai l'impression vraiment d'avoir gagné en compétences, de faire toujours des vidéos plus intéressantes, etc. En tout cas, mieux montées, mieux réalisées que les précédentes. Donc là, vraiment, pour moi, le projet de chaîne YouTube, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, là, on a dépassé maintenant les 3000 abonnés. C'est monstrueux à mon niveau. Donc je suis extrêmement reconnaissant de toutes ces choses-là. Et donc voilà, donc j'en profite là maintenant tout de suite pour dire merci à tous, merci de partager la chaîne, merci machin, merci bidule, etc. Voilà. Donc les productions ont beaucoup évolué aussi dans cette chaîne. Mais ce n'est pas quelque chose qui, moi, personnellement, m'a dérangé. On m'a plusieurs fois fait la remarque en disant, voilà, t'as un style qui change, on se perd un peu. Je ne pense pas que je m'accrocherai à un format particulier. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos au feeling. Donc vraiment, là, voilà, il se trouve que là, par exemple, pour cette vidéo-là, j'ai décidé de me mettre devant mon écran avec Hyper Light Drifter en fond. Voilà, ça va peut-être changer, etc. Je ne vais absolument pas me cantonner à un style, à un format défini. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des formats qui sont récurrents sur la chaîne. Donc c'est le cas de Game Studies. Donc ça c'est un format dans lequel je parle maintenant de manière assez normale, sur le ton de la discussion, de plusieurs théories sur les jeux vidéo, sur les Game Studies, etc. Il y a aussi les capsules techniques, donc pour lesquelles là je focalise vraiment sur des détails, des aspects techniques, sur tout ce qui est vulgarisation de théories, mais vraiment au niveau technique cette fois, conception-réalisation. Et surtout, après, bon moi c'est pas véritablement conception-réalisation, mais c'est plus sous l'angle de la réception, comment le joueur va recevoir un objet qui a déjà été créé. Donc ça c'est un peu l'angle que j'ai dans mes capsules techniques. Et dans ces capsules techniques, il y a donc de la vulgarisation de théories de game design, il y a des études de cas. Donc là en ce moment je travaille énormément, quand j'ai le temps, je travaille sur le réveil. Voilà, ce qui se passe, comment on utilise le réveil dans les jeux vidéo, etc. J'ai déjà d'autres idées pour la suite. Et enfin, les capsules techniques, c'est aussi des analyses de jeux. Donc les dernières analyses ont été Hyper Light Drifter, ont été aussi forcément... j'ai oublié le nom. Her Story, voilà. Et donc voilà, mais ça prend du temps parce que je suis très long à rédiger des analyses, à faire ces choses-là. Donc j'ai encore des vidéos qui sont sous le coude, mais malheureusement, voilà, ça prend beaucoup de temps à écrire, à réaliser, à monter, etc. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Et ben voilà, un petit peu pour ce qu'il en est de la chaîne. Donc 2017, je vais essayer de garder le même rythme, donc à peu près une grosse vidéo par mois, plus de temps en temps quand je peux, quelques petites capsules. Donc le dernier format de la chaîne, ce sont les caps, donc des vidéos qui font 3 minutes sur un tout petit sujet. Et ça, j'aimerais bien continuer ces choses-là parce que finalement, c'est un petit format que j'apprécie, que j'ai l'impression qu'il est très bien apprécié aussi. Donc j'ai envie de continuer là-dessus.
2016, ça a été aussi le début de, en fait, de la revue LCV. Donc LCV, qu'est-ce que c'est? Ce sont leschroniquesvideoludiques.com. C'est un site web, à la base une espèce de blog sur lequel je publie des articles que j'ai rédigés, etc. Et au fur et à mesure, le projet a pris beaucoup plus d'ampleur dans ma vie, puisque c'est aujourd'hui quasiment un cahier dans lequel je publie pas énormément, mais mes réflexions sur le jeu vidéo. Donc depuis son lancement, il me semble à peu près janvier-février 2016, aujourd'hui donc il y a un peu plus de 20 articles assez consistants sur le jeu vidéo sur le site. Et cela a aussi permis d'accueillir 2 autres auteurs et autrices. Donc aujourd'hui nous sommes à peu près 3 à rédiger pour les chroniques vidéoludiques. Et à chaque fois ce sont des articles qui sont assez longs, derrière lesquels il y a une réflexion qui est soutenue par des articles scientifiques, par des choses comme ça, ou alors des articles qui sont des billets d'opinion pour lesquels voilà, on assume clairement ses prises de position et puis c'est tout. Et 2017, ça va aussi continuer à prendre c'est aussi un projet qui va prendre de l'ampleur puisque j'envisage un premier appel à communication, un premier appel à contribution qui devrait avoir lieu courant juin, donc pour lequel en fait je vais proposer à tout le monde de rédiger un article sur un sujet précis et cet article sera après publié dans un numéro de la revue Chroniques vidéoludiques. En gros, j'essaie de rapprocher le style du site à un style de publication semi-scientifique, mais ouvert, dans tous les cas, ouvert à tous. Et donc j'espère qu'il y aura des gens qui seront intéressés pour après publier, voir leurs articles publiés sur le site. Alors, il vient forcément le moment de parler de la thèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire une thèse sur le jeu vidéo? Eh bien voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire de faire une thèse sur le jeu vidéo. Là pour l'instant j'en suis incapable, ça veut pas dire absolument que je ne sais pas où je vais. J'ai l'impression de savoir à peu près, mais honnêtement c'est un peu pour l'instant je cours un peu à droite à gauche. Je réponds déjà à des appels à publication, donc dans le cadre de mes recherches sur le jeu vidéo, je vais bientôt avoir des articles qui vont être publiés, enfin je vais avoir un premier article en tout cas, qui sera publié dans une revue. Donc c'est une petite victoire pour moi, mais globalement, voilà, faire une thèse sur le jeu vidéo, je suis aujourd'hui pour l'instant incapable d'expliquer ce que ça veut dire. J'ai commencé en septembre dernier, je lis énormément, donc j'ai une pile de bouquins qui s'agrandit de semaine en semaine parce que j'en commande tout le temps. Ça demande beaucoup de lecture, ça demande aussi beaucoup de prise sur soi parce que enfin voilà quoi, on est obligé d'aller en avant mais on ne sait pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Donc ça se construit, c'est un projet qui se construit en fait très lentement mais globalement j'ai l'impression que ça va. En plus j'ai eu beaucoup de chance puisque je travaille en thèse avec 2 autres collègues. En fait on est 3 petits gonzes à avoir commencé leur thèse en même temps. Et donc il se trouve qu'il y a en fait une très bonne ambiance dans cette équipe et je pense sincèrement que enfin, le contexte est tellement important dans le cadre d'un travail de recherche qui pour mon cas, va sûrement s'étaler sur 3 ou 4 ans. Peut-être plus si j'en ai besoin. Mais là, on est sur un projet de vie en fait, qui est très long. Et donc je pense que il y a énormément, je suis extrêmement heureux de me savoir dans une bonne ambiance de travail avec mes collègues de recherche, etc. Donc
Bah voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur la thèse. Si vous aussi, vous réfléchissez à tout ce qui est recherche dans le jeu vidéo, si vous êtes intéressé pour vous lancer dans un travail de recherche, bah le mieux c'est de venir discuter directement avec moi sur le Discord de la revue LCV, qui est ouvert à tous. Mais globalement, voilà, en fait, la thèse, c'est vraiment un exercice qui est pas facile, que personnellement je trouve intéressant. C'est un peu un challenge pour moi. J'ai envie de me tester, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de voir ce que ça fait, est-ce que j'en suis capable ou pas. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question, mais par contre, au niveau travail, cela me demande et cela me prend énormément de temps. Mais en fait, tout le monde en est capable, donc je sais même pas pourquoi je me plains. Je pense que c'est un travail qui est accessible à tous, pourvu qu'on soit dans les bonnes conditions. Donc le mieux, si vous avez des questions, venez discuter avec moi dans le Discord. Voilà, j'ai absolument rien dit sur ce que c'est la thèse dans cette vidéo, mais venez en discuter de visu, enfin pas forcément de visu, mais en tout cas sur le Discord ensemble. Comme ça, on pourra échanger là-dessus si vous posez des questions, si ça vous intéresse, etc. etc. Alors quand même, pour parler peut-être un petit peu de mon sujet, donc moi, bon, ça se ressent un petit peu dans les productions que je produis, et que ça soit vidéo, écrit, etc. Moi, je m'intéresse principalement aux émotions dans les jeux vidéo. Ça, c'est globalement l'un de mes gros sujets de recherche, c'est comment les jeux vidéo suscitent des émotions. Et pour être plus précis, en fait, mon sujet, mes recherches portent sur comment les jeux vidéo peuvent influencer le comportement des joueurs quand ils ne sont plus dans une situation de jeu. Donc en gros, est-ce que si j'apprends à faire quelque chose dans un jeu vidéo, est-ce que je vais être capable de le reproduire dans la vie réelle? Enfin, dans la vie réelle, dans une sphère de la vie qui n'est pas considérée comme un jeu. Et en fait, c'est à peu près ça la question que je me pose. Pareil, hein, vous pouvez aller lire mon projet de recherche que j'ai publié sur LCV. Vous aurez bien plus d'informations et on peut bien sûr en discuter sur le Discord toujours. Mais en gros, voilà, c'est un petit peu la question que je pose. Donc forcément, ça questionne énormément d'autres choses, etc. Donc, est-ce qu'il faut un contexte particulier? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Mais en gros, voilà sur quoi portent un peu mes recherches. Et voilà le moment tant attendu de la vidéo, le moment où je parle des jeux que j'ai préférés en 2016, c'est-à-dire que je fais sommairement un top, le top de Esteban Green 2016. Et en gros, donc qu'est-ce qui m'a plu cette année? Eh bien, je ne sais plus. Le premier jeu qui m'a complètement mis en PLS, c'est Super Hot. Donc Super Hot, ouais, j'ai vu voilà, on n'a pas tous le même avis sur ce jeu. J'ai essayé de le prendre tel qu'il se proposait, puisque donc, moi je connaissais le projet, j'avais vu le Kickstarter se lancer, et après j'ai laissé le flou artistique faire son effet, et j'ai totalement oublié jusqu'à ce qu'il revienne en février, il me semble. Et Super Hot a été un jeu qui a été extrêmement efficace pour moi, puisque autour de son gameplay, donc le gameplay qui est juste totalement innovant, ça n'a jamais été fait, machin, etc. Là, c'est totalement neuf. Donc vraiment un gameplay qui est l'un des plus innovants qui m'a été donné de jouer ces dernières années. Et bien, au-dessus de ça, il y a toute une surcouche méta qui a particulièrement bien fonctionné pour moi. Puisque Super Hot, pour moi, c'est un peu un délire qui questionne totalement le joueur en train de jouer. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être un joueur en train de jouer? Dans la plupart des jeux, par exemple, le joueur est au centre du monde et toutes les interactions se font vraiment autour du joueur. Et là, Super Hot pousse le délire si loin que c'est aussi le joueur qui conditionne le passage du temps, qui n'est pas non plus un temps qui est géré au tour par tour, etc.
Et donc là, vraiment, on a cette mise en exergue du joueur comme étant la pièce centrale, le seul élément qui contrôle absolument tout. Eh bien, pour moi, ça a totalement fonctionné. Et aussi le délire très méta de tout ce qui a été fait autour du jeu, mais qui reste dans le jeu, donc notamment les menus qui sont extraordinaires, toutes les séquences de chat qui sont extrêmement drôles à lire et qui questionnent vraiment ce que fait le joueur en ce moment-là. Et bien pour toutes ces raisons, Superhot a fonctionné mais parfaitement avec moi. Et vraiment, pour le coup, c'est plus un objet que je considère comme un essai, comme une proposition, une étude, quasiment une analyse de ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui, que simplement un jeu vidéo. Et donc, bah voilà, forcément, moi je suis typiquement le public de ce genre de jeu. Ouais, typiquement. Et je vous le conseille énormément. Forcément, le deuxième jeu qui m'a aussi beaucoup ému en 2016, c'est Hyper Light Drifter, donc, que vous voyez en fond ici. Je ne vais pas non plus redire ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo, que vous pouvez aller voir quelque part par là, ou de ce côté-là plutôt. Mais en gros, c'est un jeu qui m'a totalement ébloui sur ce qu'il propose, sur sa proposition vidéoludique. Et ben voilà, aujourd'hui je ne peux plus jouer à Hyper Light Drifter, je suis totalement conditionné par le discours que j'ai interprété, que j'ai reçu. Et pour moi c'est vraiment un jeu qui transmet, qui suscite énormément d'émotions. Et je ne peux que vous conseiller d'y jouer si ce n'a pas encore été fait. Et enfin, le dernier jeu de 2016 qui a fait pour moi 2016, c'est The Witness. Donc c'est un jeu sur lequel j'ai passé à peu près une quarantaine d'heures pour l'instant, mais je compte bien y retourner. Pour moi, c'est un essai philosophique sur la création des connaissances, comment on crée de la connaissance, etc. et comment on pose les limites des méthodes qui permettent de créer de la connaissance. Et donc c'est un jeu que j'ai complètement, enfin je l'ai installé, j'y ai joué, et j'y ai joué pendant 30 heures non-stop. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi, et ça m'a énormément marqué, ça m'a tellement marqué qu'aujourd'hui j'ai écrit la plus longue analyse, ma plus longue analyse, c'est une analyse qui est faite pour The Witness, et c'est aussi l'un des jeux qui fait partie de mon corpus de jeux vidéo pour mes recherches dans le cadre de ma thèse, pour dire à quel point voilà, ce jeu-là, c'est une pierre angulaire de mes recherches, de mon travail, de tout ça. Et donc j'espère bientôt quand même vous proposer une vidéo qui va analyser l'objet, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Et donc, si vous aimez les énigmes, si vous aimez prendre le temps, si vous aimez les walking simulators, si vous aimez toutes ces choses-là, allez jouer à The Witness parce que bah, voilà, c'est une expérience qui mérite vraiment d'être vécue, qui prend vraiment son joueur pour un individu intelligent capable de résoudre l'ensemble des énigmes. Pour moi, The Witness, j'ai l'impression que c'est le jeu qui m'a le plus respecté en tant que joueur de 2016 et depuis quelques années aussi, puisque absolument rien n'est indiqué, on doit tout comprendre par nous-mêmes, etc. Et voilà, pour moi, c'est le jeu le plus respectueux du joueur. Alors après, on pourrait discuter de savoir si l'auteur du jeu, Jonathan Blow, est aussi respectueux et humble qu'il le prétend, ça je pense. Je pense qu'il y a matière à discuter aussi là-dessus, mais personnellement, je me suis jamais autant senti respecté qu'en jouant à The Witness. Et donc, jouez-y, c'est parce que c'est vraiment très bien. Alors voilà, quels sont les autres jeux qui ont fait 2016 pour moi? Eh bien attendez, j'ai la liste parce que forcément il y en a eu beaucoup. Au final, j'ai l'impression d'avoir joué à une petite cinquantaine de jeux au total. J'en ai déjà oublié la moitié, c'est d'une tristesse ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, les jeux que je vous conseille fortement, en premier lieu, après donc Superhot, Hyper Light Drifter et The Witness, je vous conseille fortement Valhalla, qui est qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un visual novel qui est d'une tolérance et qui est d'une bonté infinie, c'est incroyable. Jouez-y.
Il y a Read Only Memories qui s'inscrit vraiment dans le jeu d'aventure point and click, et pareil, qui propose une vraie vision sur les questions de ségrégation, qui propose une vraie vision sur les questions de respect de l'autre, de la différence, de toutes ces choses-là. Jouez-y, c'est très bien. Rocket League, ça déchire. Jouez-y. Rocket League, c'est bien. Lieveoma, qui est un jeu, qui est un vrai beau petit jeu, qui vous propose d'aller à la cueillette aux champignons avec votre grand-mère. Et rien que ça, normalement, ça doit vous donner envie de jouer au jeu. Il se passe des choses, mais vous partez à la cueillette aux champignons. Jouez-y, c'est génial. Call of Duty Infinite Warfare, bah oui, c'est un jeu, c'est Call of Duty quoi, mais je l'ai noté quand même parce que c'est un jeu que j'ai reçu en cadeau. Et j'ai décidé à ce moment-là que j'allais aimer ce jeu, peu importe le message abject, l'espèce de masculinité militarisée à outrance, tout ça. J'ai décidé que j'allais aimer ce jeu. Et en fait, je l'ai mis dans cette liste parce que je voulais rappeler, en profiter pour dire à quel point c'est important pour vraiment analyser un jeu, quand on joue à un jeu, pour savoir si on aime ou si on n'aime pas, etc. C'est vraiment, le contexte de jeu est tellement important que ça conditionne totalement le regard qu'on a après sur le jeu. Et je pense qu'il y a des possibilités pour dire, voilà, on peut aimer ou pas aimer. Dans tous les cas, ça n'a pas forcément de relation, de corrélation, de tout ça, avec le fait de savoir si le jeu est bon ou mauvais. Et les deux choses sont totalement, en fait, à mon sens, distinctes. Et on peut aimer de très mauvais jeux, on peut les aimer, du fond du cœur, sincèrement, tout ça. Comme on peut détester des jeux qui sont très très bien, parce qu'on a été dans de mauvaises conditions pour y jouer. Ça a été le cas, par exemple, pour moi, je pense, d'Inside. Donc Inside, qui est un jeu qui a été encensé par tout le monde, et alors moi, personnellement, c'est un jeu qui m'a énervé, mais au plus haut point. Et pourtant, je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit pour savoir si Inside est bon ou mauvais. C'est plutôt que je pense que le contexte dans lequel j'y ai joué, c'était pas le bon. Et donc du coup, ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup, je parle de Call of Duty parce que, j'ai décidé que j'allais aimer ce jeu. Et il se trouve que j'ai aimé ce jeu parce que je me suis répété le message en boucle, tu aimes ce jeu, tu aimes ce jeu, tu aimes ce jeu. Et pour ça, en fait, c'est super. Et donc, merci Call of Duty, on va dire. Au-delà de ton message très puant, de masculiniste militarisé, de ta volonté, d'armement, de toutes ces choses-là, de tous tes messages un peu dégueux dans ce style, bon ok. Tu m'as permis de remettre en perspective mon machin, bidule, mon expérience et ma réflexion dans un cadre plus général du jeu vidéo. Voilà, c'est un peu pédant ce que je dis. Mais voilà, donc merci Call of Duty. Voilà, c'est tout. Et voilà, je crois qu'on a terminé un petit peu tout ce que j'avais à dire sur 2016. Ça a été une année assez ouf au final, puisque j'ai énormément évolué depuis le début du projet jusqu'à ce qu'il devienne véritablement un projet de vie. Parce qu'au début, vraiment, en fait, Esteban Green, la chaîne YouTube, est née parce que j'avais envie de me tester. Je m'étais dit, bon attends, en fait, tu veux faire des recherches dans le jeu vidéo, tu veux vivre ta vie là-dedans, commence par faire un petit projet YouTube et regarde si tu arrives à être constant. Et donc j'ai lancé la chaîne en 2015 à peu près, fin 2015, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mon démarrage de thèse,
il s'est passé énormément de choses et du petit projet pour lequel j'ai réussi à être constant, j'ai réussi à mettre en place un site web qui tourne à peu près bien, que je sais qu'il est plutôt lu, etc. Jusqu'à véritablement le démarrage d'un projet de recherche qui va s'étaler sur 4 ans au moins. Donc là, on est finalement qu'au début de ma vie de vidéaste, de chercheur, de machin, de bidule, de passionné, etc. Et donc si tout se passe bien, quand j'aurai 30 ans, à ce moment-là, ok, mon projet aura bien évolué à ce moment-là, mais là, vraiment, 2017, finalement, on n'est qu'au tout début. Donc j'espère que cette année va être tout aussi constante que l'an dernier, c'est-à-dire toujours une vidéo au moins par mois sur la chaîne. J'espère que ça va progresser tranquillement. On est sur moi je suis sur un rythme qui me convient. Les gens avec qui je discute via YouTube, via Twitter, via Facebook, tout ça, c'est des gens qui sont tous incroyables et c'est génial d'avoir rencontré autant de personnes. J'espère que ça va continuer comme ça pour 2017. Et sinon, eh bien, je vous dis donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pas en entier ou dans le sens que vous vouliez. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Et voilà le moment tant attendu de la vidéo, le moment où je parle des jeux que j'ai préférés en 2016, c'est-à-dire que je fais sommairement un top, le top de Esteban Green 2016. Et en gros, donc qu'est-ce qui m'a plu cette année? Eh bien, je ne sais plus. Le premier jeu qui m'a complètement mis en PLS, c'est Super Hot. Donc Super Hot, ouais, j'ai vu voilà, on n'a pas tous le même avis sur ce jeu. J'ai essayé de le prendre tel qu'il se proposait, puisque donc, moi je connaissais le projet, j'avais vu le Kickstarter se lancer. Et après, j'ai laissé le flou artistique faire son effet et j'ai totalement oublié jusqu'à ce qu'il revienne en février, il me semble. Et Super Hot a été un jeu qui a été extrêmement efficace pour moi, puisque autour de son gameplay, donc le gameplay qui est juste totalement innovant, ça n'a jamais été fait, machin, etc. Là c'est totalement neuf, donc vraiment un gameplay qui est l'un des plus innovants qui m'a été donné de jouer ces dernières années. Et bien au-dessus de ça, il y a toute une surcouche méta qui a particulièrement bien fonctionné pour moi, puisque Super Hot, pour moi, c'est un peu un délire qui questionne totalement le joueur en train de jouer. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être un joueur en train de jouer? Dans la plupart des jeux, par exemple, le joueur est au centre du monde et toutes les interactions se font vraiment autour du joueur. Et là, Super Hot pousse le délire si loin que c'est aussi le joueur qui conditionne le passage du temps qui n'est pas non plus un temps qui est géré au tour par tour, etc. Et donc là, vraiment, on a cette mise en exergue du joueur comme étant la pièce centrale, le seul élément qui contrôle absolument tout. Eh bien, pour moi, ça a totalement fonctionné. Et aussi le délire très méta de tout ce qui a été fait autour du jeu, mais qui reste dans le jeu, donc notamment les menus qui sont extraordinaires, toutes les séquences de chat qui sont extrêmement drôles à lire et qui questionnent vraiment ce que fait le joueur en ce moment-là. Et bien pour toutes ces raisons, Super Hot a fonctionné mais parfaitement avec moi.
Et vraiment, pour le coup, c'est plus un objet que je considère comme un essai, comme une proposition, une étude, quasiment une analyse de ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui, que simplement un jeu vidéo. Et donc, bah voilà, forcément, moi je suis typiquement le public de ce genre de jeu. Ouais. Pour savoir si Inside est bon ou mauvais, c'est plutôt que je pense que le contexte dans lequel j'y ai joué, bah, c'était pas le bon. Et donc du coup, ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup, je parle de Call of Duty parce que eh ben, j'ai décidé que j'allais aimer ce jeu. Et il se trouve que j'ai aimé ce jeu parce que bah, je me suis répété le message en boucle, tu aimes ce jeu, tu aimes ce jeu, tu aimes ce jeu. Et pour ça, en fait, bah, c'est super. Et donc, bah, merci Call of Duty, on va dire. Au-delà de ton message très puant, de masculiniste militarisé, de ta volonté, d'armement, de toutes ces choses-là, de tous tes messages un peu dégueux dans ce style, bah, bon ok. Tu m'as permis de remettre en perspective mon machin, bidule, mon expérience et ma réflexion dans un cadre plus général du jeu vidéo. Voilà, c'est un peu pédant ce que je dis. Mais voilà, donc merci Call of Duty. Voilà, c'est tout. Et bah voilà, je crois qu'on a terminé un petit peu tout ce que j'avais à dire sur 2016. Ça a été une année assez ouf au final, puisque bah, j'ai énormément évolué depuis le début du projet jusqu'à ce qu'il devienne véritablement un projet de vie. Parce qu'au début, vraiment, en fait, Esteban Green, la chaîne YouTube, est née parce que j'avais envie de me tester. Je m'étais dit, bon attends, en fait, tu veux faire des recherches dans le jeu vidéo, tu veux vivre ta vie là-dedans, commence par faire un petit projet YouTube et regarde si tu arrives à être constant. Et donc j'ai lancé la chaîne en 2015 à peu près, fin 2015, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mon démarrage de thèse, bah, il s'est passé énormément de choses, et du petit projet pour lequel j'ai réussi à être constant, j'ai réussi à mettre en place un site web qui tourne à peu près bien, que je sais qu'il est plutôt lu, etc. Jusqu'à véritablement le démarrage d'un projet de recherche qui va s'étaler sur 4 ans au moins. Donc là, on est finalement qu'au début de ma vie de vidéaste, de chercheur, de machin, de bidule, de passionné, etc. Et donc si tout se passe bien, quand j'aurai 30 ans, à ce moment-là, ok, mon projet aura bien évolué à ce moment-là, mais là, vraiment, 2017, finalement, on n'est qu'au tout début. Donc j'espère que cette année va être tout aussi constante que l'an dernier, c'est-à-dire toujours pour vraiment analyser un jeu, quand on joue à un jeu, pour savoir si on aime ou si on n'aime pas, etc. C'est vraiment, enfin, le contexte de jeu est tellement important que ça conditionne totalement le regard qu'on a après sur le jeu. Et je pense qu'il y a des possibilités pour dire, voilà, on peut aimer ou pas aimer, dans tous les cas, ça n'a pas forcément de relation, de corrélation, de tout ça, avec le fait de savoir si le jeu est bon ou mauvais. Et enfin, les deux choses sont totalement, en fait, à mon sens, distinctes. Et on peut aimer de très mauvais jeux, on peut les aimer, du fond du cœur, sincèrement, tout ça. Comme on peut détester des jeux qui sont très très bien, parce qu'on a été dans de mauvaises conditions pour y jouer. Ça a été le cas, par exemple, pour moi, je pense, d'Inside. Donc Inside, qui est un jeu qui a été encensé par tout le monde, et alors moi, personnellement, c'est un jeu qui m'a énervé, mais au plus haut point. Et pourtant, j'essaie pas de convaincre qui que ce soit pour savoir si Inside est bon ou mauvais. C'est plutôt que je pense que le contexte dans lequel j'y ai joué, bah, c'était pas le bon. Et donc du coup, ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup, je parle de Call of Duty parce que j'ai décidé que j'allais aimer ce jeu.
Et il se trouve que j'ai aimé ce jeu parce que je me suis répété le message en boucle, tu aimes ce jeu, tu aimes ce jeu, tu aimes ce jeu. Et pour ça, en fait, c'est super. Et donc, merci Call of Duty, on va dire. Au-delà de ton message très puant, de masculiniste militarisé, de ta volonté d'armement, de toutes ces choses-là, de tous tes messages un peu dégueux dans ce style, bon ok, tu m'as permis de remettre en perspective mon machin bidule, mon expérience et ma réflexion dans un cadre plus général du jeu vidéo. Voilà, c'est un peu pédant ce que je dis. Mais voilà, donc merci Call of Duty. Voilà, c'est tout. Et voilà, je crois qu'on a terminé un petit peu tout ce que j'avais à dire sur 2016. Ça a été une année assez ouf au final, puisque j'ai énormément évolué depuis le début du projet jusqu'à ce qu'il devienne véritablement un projet de vie. Parce qu'au début, vraiment, en fait, Esteban Green, la chaîne YouTube, est née par aimer. Donc j'en dis pas plus non plus, mais allez regarder, découvrir cette chaîne qui, pour moi, est tout aussi excellente que les deux premières dont j'ai parlé. Alors, il faut savoir que Esteban Green, donc la chaîne YouTube, ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi qu'elle existe vraiment dans cet état-là. Je veux dire, à parler de jeux vidéo, machin, tout ça. Et du coup, ça a beaucoup changé en 1 an et demi. J'ai l'impression vraiment d'avoir gagné en compétences, de faire toujours des vidéos plus intéressantes, etc. En tout cas, mieux montées, mieux réalisées que les précédentes. Donc là, vraiment, pour moi, le projet de chaîne YouTube, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, là, on a dépassé maintenant les 3000 abonnés. C'est monstrueux à mon niveau. Donc je suis extrêmement reconnaissant de toutes ces choses-là. Et donc voilà, donc j'en profite là maintenant tout de suite pour dire merci à tous, merci de partager la chaîne, merci machin, merci bidule, etc. Voilà. Donc les productions ont beaucoup évolué aussi dans cette chaîne. Mais ce n'est pas quelque chose qui, moi, personnellement, m'a dérangé. On m'a plusieurs fois fait la remarque en disant, voilà, t'as un style qui change, on se perd un peu. Je ne pense pas que je m'accrocherai à un format particulier. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos au feeling. Donc vraiment, là, voilà, il se trouve que là, par exemple, pour cette vidéo-là, j'ai décidé de me mettre devant mon écran avec Hyper Light Drifter en fond. Voilà, ça va peut-être changer, etc. Je ne vais absolument pas me cantonner à un style, à un format défini. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des formats qui sont récurrents sur la chaîne. Donc c'est le cas de Game Studies. Donc ça, c'est un format dans lequel je parle maintenant de manière assez normale, sur le ton de la discussion, de plusieurs théories sur les jeux vidéo, sur les Game Studies, etc. Il y a aussi les capsules techniques, donc pour lesquelles là je focalise vraiment sur des détails, des aspects techniques, sur tout ce qui est vulgarisation de théories, mais vraiment au niveau technique cette fois, conception-réalisation. Et surtout, après, bon moi c'est pas véritablement conception-réalisation, mais c'est plus sous l'angle de la réception, comment le joueur va de chaîne YouTube, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, là, on a dépassé maintenant les 3000 abonnés. C'est monstrueux à mon niveau. Donc je suis extrêmement reconnaissant de toutes ces choses-là. Et donc voilà, donc j'en profite là maintenant tout de suite pour dire merci à tous, merci de partager la chaîne, merci machin, merci bidule, etc. Voilà. Donc les productions ont beaucoup évolué aussi dans cette chaîne.
Ce n'est pas quelque chose qui, moi, personnellement, m'a dérangé. On m'a plusieurs fois fait la remarque en disant, voilà, t'as un style qui change, on se perd un peu. Je ne pense pas que je m'accrocherai à un format particulier. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos au feeling. Donc vraiment, là, voilà, il se trouve que là, par exemple, pour cette vidéo-là, j'ai décidé de me mettre devant mon écran avec Hyper Light Drifter en fond. Voilà, ça va peut-être changer, etc. Je ne vais absolument pas me cantonner à un style, à un format défini. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des formats qui sont récurrents sur la chaîne. Donc c'est le cas de Game Studies. Donc ça c'est un format dans lequel je parle maintenant de manière assez normale, sur le ton de la discussion, de plusieurs théories sur les jeux vidéo, sur les Game Studies, etc. Il y a aussi les capsules techniques, donc pour lesquelles là je focalise vraiment sur des détails, des aspects techniques, sur tout ce qui est vulgarisation de théories, mais vraiment au niveau technique cette fois, conception-réalisation. Et surtout, après, bon moi c'est pas véritablement conception-réalisation, mais c'est plus sous l'angle de la réception, comment le joueur va recevoir un objet qui a déjà été créé. Donc ça c'est un peu l'angle que j'ai dans mes capsules techniques. Et dans ces capsules techniques, il y a donc de la vulgarisation de théories de game design, il y a des études de cas. Donc là en ce moment je travaille énormément, quand j'ai le temps, je travaille sur le réveil, voilà ce qui se passe, comment on utilise le réveil dans les jeux vidéo, etc. J'ai déjà d'autres idées pour la suite. Et enfin, les capsules techniques, c'est aussi des analyses de jeux. Donc les dernières analyses ont été Hyper Light Drifter, ont été aussi forcément... j'ai oublié le nom. Her Story, voilà. Et donc voilà, mais ça prend du temps parce que je suis très long à rédiger des analyses, à faire ces choses-là. Donc j'ai encore des vidéos qui ont déjà été créées. Donc ça c'est un peu l'angle que j'ai dans mes capsules techniques. Et dans ces capsules techniques, il y a donc de la vulgarisation de théories de game design. Il y a des études de cas. Donc là en ce moment je travaille énormément, quand j'ai le temps, je travaille sur le réveil. Voilà ce qui se passe, comment on utilise le réveil dans les jeux vidéo, etc. J'ai déjà d'autres idées pour la suite. Et enfin, les capsules techniques, c'est aussi des analyses de jeux. Donc les dernières analyses ont été Hyper Light Drifter, ont été aussi forcément... j'ai oublié le nom. Her Story, voilà. Et donc voilà, mais ça prend du temps parce que je suis très long à rédiger des analyses, à faire ces choses-là. Donc j'ai encore des vidéos qui sont sous le coude, mais malheureusement, voilà, ça prend beaucoup de temps à écrire, à réaliser, à monter, etc. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Et ben voilà un petit peu pour ce qu'il en est de la chaîne. Donc 2017, je vais essayer de garder le même rythme, donc à peu près une grosse vidéo par mois, plus de temps en temps quand je peux, quelques petites capsules. Donc le dernier format de la chaîne, ce sont les caps, donc des vidéos qui font 3 minutes sur un tout petit sujet. Et ça, j'aimerais bien continuer ces choses-là parce que finalement, c'est un petit format que j'apprécie, que j'ai l'impression qu'il est très bien apprécié aussi. Donc j'ai envie de continuer là-dessus. « 2016, ça a été aussi le début de la revue LCV. Donc LCV, qu'est-ce que c'est? Ce sont leschroniquesvideoludiques.com. C'est un site web, à la base une espèce de blog, sur lequel je publie des articles que j'ai rédigés, etc. Et au fur et à mesure, le projet a pris beaucoup plus d'ampleur dans ma vie, puisque c'est aujourd'hui quasiment un cahier dans lequel je publie pas énormément, mais mes réflexions sur le jeu vidéo.
Donc depuis son lancement, il me semble à peu près janvier-février 2016, aujourd'hui donc il y a un peu plus de 20 articles assez consistants sur le jeu vidéo sur le site. Et cela a aussi permis d'accueillir 2 autres auteurs et autrices. Donc aujourd'hui nous sommes à peu près 3 à rédiger pour les chroniques vidéoludiques. Et à chaque fois ce sont des articles qui sont assez longs. Derrière. Alors, il faut savoir que Esteban Green, donc la chaîne YouTube, ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi qu'elle existe vraiment dans cet état-là. Je veux dire, à parler de jeux vidéo, machin, tout ça. Et du coup, ça a beaucoup changé en 1 an et demi. J'ai l'impression vraiment d'avoir gagné en compétences, de faire toujours des vidéos plus intéressantes, etc. En tout cas, mieux montées, mieux réalisées que les précédentes. Donc là, vraiment, pour moi, le projet de chaîne YouTube, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, là, on a dépassé maintenant les 3000 abonnés. C'est monstrueux à mon niveau. Donc je suis extrêmement reconnaissant de toutes ces choses-là. Et donc voilà, donc j'en profite là maintenant tout de suite pour dire merci à tous, merci de partager la chaîne, merci machin, merci bidule, etc. Voilà. Donc les productions ont beaucoup évolué aussi dans cette chaîne. Mais ce n'est pas quelque chose qui, moi, personnellement, m'a dérangé. On m'a plusieurs fois fait la remarque en disant, voilà, t'as un style qui change, on se perd un peu. Je ne pense pas que je m'accrocherai à un format particulier. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos au feeling. Donc vraiment, là, voilà, il se trouve que là, par exemple, pour cette vidéo-là, j'ai décidé de me mettre devant mon écran avec Hyper Light Drifter en fond. Voilà, ça va peut-être changer, etc. Je ne vais absolument pas me cantonner à un style, à un format défini. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des formats qui sont récurrents sur la chaîne. Donc c'est le cas de Game Studies. Donc ça, c'est un format dans lequel je parle maintenant de manière assez normal, sur le ton de la discussion, de plusieurs théories sur les jeux vidéo, sur les game studies, etc. Il y a aussi les capsules techniques, donc pour lesquelles là je focalise vraiment sur des détails, des aspects techniques, sur tout ce qui est vulgarisation de théories, mais vraiment au niveau technique cette fois, conception-réalisation. Et surtout, après, bon moi c'est pas véritablement conception-réalisation, mais c'est plus sous l'angle de la réception, comment le joueur va recevoir un objet qui a déjà été créé. Donc ça c'est un peu l'angle que j'ai dans mes capsules techniques. Et dans ces capsules techniques, il y a donc de la vulgarisation. Et pour être plus précis, en fait, mon sujet, mes recherches portent sur comment les jeux vidéo peuvent influencer le comportement des joueurs quand ils ne sont plus dans une situation de jeu. Donc en gros, est-ce que si j'apprends à faire quelque chose dans un jeu vidéo, est-ce que je vais être capable de le reproduire dans la vie réelle? Enfin dans la vie réelle, dans une sphère de la vie qui n'est pas considérée comme un jeu. Et en fait c'est à peu près ça la question que je me pose. Pareil, hein, vous pouvez aller lire mon projet de recherche que j'ai publié sur LCV. Vous aurez bien plus d'informations et on peut bien sûr en discuter sur le Discord toujours. Mais en gros, voilà, c'est un petit peu la question que je pose. Donc forcément, ça questionne énormément d'autres choses, etc. Donc est-ce qu'il faut un contexte particulier? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Mais en gros, voilà sur quoi portent un peu mes recherches. Et voilà le moment tant attendu de la vidéo, le moment où je parle des jeux que j'ai préférés en 2016, c'est-à-dire que je fais sommairement un top, le top de Esteban Green 2016.
Et en gros, donc qu'est-ce qui m'a plu cette année? Eh bien, je ne sais plus. Le premier jeu qui m'a complètement mis en PLS, c'est Super Hot. Donc Super Hot, ouais, j'ai vu que voilà, on n'a pas tous le même avis sur ce jeu. J'ai essayé de le prendre tel qu'il se proposait, puisque donc, moi je connaissais le projet, j'avais vu le Kickstarter se lancer. Et après, j'ai laissé le flou artistique faire son effet et j'ai totalement oublié jusqu'à ce qu'il revienne en février, il me semble. Et Super Hot a été un jeu qui a été extrêmement efficace pour moi, puisque autour de son gameplay, donc le gameplay qui est juste totalement innovant, ça n'a jamais été fait, machin, etc. Là c'est totalement neuf, donc vraiment un gameplay qui est l'un des plus innovants qui m'a été donné de jouer ces dernières années. Et bien au-dessus de ça, il y a toute une surcouche méta qui a particulièrement bien fonctionné pour moi, puisque Super Hot, pour moi, c'est un peu un délire qui questionne totalement le joueur en train de jouer. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être un joueur en train de jouer? Dans la plupart des jeux, par exemple, le joueur est au centre du monde et toutes les interactions se font vraiment autour du joueur. Et là, Super Hot pousse le délire si loin que c'est aussi le joueur qui conduit